Histoire numéro 18 des nouvelles de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Pour plus d'informations ou pour devenir volontaire, veuillez visiter LibriVox.org. Enregistrement par Jadopi des nouvelles de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901 par Lucy Maud Montgomery, Le réveil d'Hélène. Robert Reeves regarda avec une certaine curiosité la jeune fille qui le servait lors de son petit déjeuner en solitaire. Il ne l'avait pas vue avant d'arriver à sa pension d'été, seulement la nuit précédente. C'était une ferme délabrée sur la rive intérieure d'une grande baie réputée pour ses marées et offrant de merveilleuses possibilités de lumière et d'ombre. Pour un impressionniste, Reeves était un artiste enthousiaste. Cela lui importait peu que les conditions d'hébergement soient des plus primitives, que les gens soient incultes et ennuyeux, que l'endroit soit complètement isolé, tant qu'il pouvait se délecter de ses couchers et levers de soleil transcendants, de ses merveilleux clairs de lune, de ses magnifiques rivages pourpres et de ses étendues d'eau bleue scintillantes. Le propriétaire de la ferme, Angus Fraser, et sa femme semblaient être un couple réservé et fruste, sans intérêt apparent pour la vie, sauf pour tirer une maigre subsistance de leurs quelques acres pierreux. Il avait l'impression qu'ils étaient sans enfants et ne savait pas où situer cette fille qui versait son thé et apportait son toast. Elle ne ressemblait ni à Fraser ni à sa femme. Elle n'était certainement pas belle, étant très grande et plutôt maladroite, vêtue d'une robe en tissu imprimé foncé particulièrement peu flatteuse. Ses cheveux luxuriants étaient épais et noirs et étaient enroulés en un lourd chignon à la nuque. Ses traits étaient délicats mais irréguliers, et sa peau était très brune. Ses yeux attiraient particulièrement l'attention de Reeves. Ils étaient grands et sombres, et remplis d'un désir nostalgique à moitié inconscient, comme si une âme emprisonnée derrière eux essayait vainement de se révéler. Reeves ne put rien découvrir d'elle-même, car elle répondait à ses questions tentatives sur l'endroit de la manière la plus brève. Ensuite, il interrogea madame Fraser avec prudence, et découvrit que la jeune fille s'appelait Helen Fraser, et qu'elle était la nièce d'Angus. Son père et sa mère sont morts, et nous l'avons élevée. Helen est une bonne fille la plupart du temps, un peu têtue et boudeuse parfois, mais en général elle est stable, et pour le travail, aucune fille à Bay Beach ne peut l'égaler à la maison ou au champ. Angus calcule qu'elle économise le salaire d'un homme. Claire, non, je n'ai rien à dire contre Hélène. Reeves sentait que madame Fraser n'aimait pas trop la nièce de son mari. Il l'entendait souvent gronder ou réprimander Hélène pendant qu'elle travaillait, et remarquait qu'Hélène ne répondait jamais. Mais un jour, après que madame Angus ait été particulièrement dure, il vit la jeune fille sortir en courant de la cuisine, les yeux pleins de larmes. Reeves se sentit comme frappé. Il alla voir Angus et sa femme cet après-midi-là. Il voulait peindre un tableau de rivage, dit-il, et cherchait un modèle. Permettrait-il à mademoiselle Fraser de poser? Il la paierait bien pour son temps. Angus et sa femme n'avaient aucune objection. Ils empochèrent l'argent, et Hélène pourrait être libérée un moment chaque jour sans problème. Reeves a lui-même parlé de son plan à Hélène, la rencontrant le soir, alors qu'elle ramenait les vaches des pâturages bas au-delà des marais. Il fut surpris par l'illumination soudaine de son visage. Cela la transforma presque d'une fille ordinaire et maussade en une magnifique femme. Cependant, cet éclat disparut rapidement. Elle acquiesça à son plan. Tranquillement, presque sans vie, il rentra chez lui avec elle derrière les vaches, et parla du coucher de soleil, de la beauté mystérieuse de la baie et de la splendeur pourpre des côtes lointaines. Elle écoutait en silence. Une seule fois, lorsqu'il parla du murmure lointain de la mer ouverte, elle leva la tête et le regarda. « Que vous dit-il ? demanda-t-elle. « Il parle d'une éternité infinie. Et à vous ? » Cela m'appelle, dit-elle simplement. Ensuite, j'ai envie d'aller à sa rencontre, et cela me fait souffrir aussi. Je ne peux pas expliquer comment ni pourquoi. Parfois, j'ai l'impression d'être endormie. Je voulais me réveiller, mais je ne savais pas comment. Elle se tourna et regarda au loin sur la baie. Une lueur du coucher de soleil perça un nuage et tomba sur ses cheveux.
Pendant un instant, elle semblait être l'esprit du rivage personnifié, avec tout son mystère, toute son incertitude, tout son charme insaisissable. Elle a des possibilités, pensa Reeves. Le lendemain, il commença son tableau. Au début, il avait pensé la peindre comme l'incarnation d'un esprit de la mer, mais il décida que ses humeurs étaient trop changeantes. Il commença donc à la dessiner comme une femme attendant en regardant à travers la baie avec un monde de désirs désespérés dans les yeux. Le sujet lui convenait bien et le tableau prit rapidement forme. Quand il était fatigué de travailler, il l'emmenait marcher sur le rivage ou remonter la baie en bateau. Il a tenté de la faire sortir de sa réserve au début, avec un succès mitigé. Elle semblait avoir peur de lui. Il lui parlait de nombreuses choses. Le monde lointain dont les échos ne l'atteignaient pas, des terres étrangères où il avait voyagé, des gens célèbres qu'il avait rencontrés, la musique, l'art, les livres. Quand il parlait de livres, il touchait la corde sensible. Un de ces éclairs transfigurateurs qu'il aimait susciter illumina alors son visage ordinaire. « C'est ce que j'ai toujours voulu, dit-elle avec avidité. Et je ne les obtiens jamais. Ma tante déteste me voir lire. Elle affirme que c'est une perte de temps, et j'apprécie tellement cela. Je lis chaque bout de papier que je peux trouver, mais je ne vois presque jamais de livres. » Le lendemain, Reeves prit son Tennyson et alla à la mer pour lire les idoles du roi. C'était beau fut son seul commentaire verbal, mais ses yeux captivés disaient tout après cela. Il ne sortait jamais avec elle sans un livre. Tantôt un poète, tantôt un classique en prose, il était surpris par sa rapide appréciation et sa sympathie pour les plus beaux passages. Peu à peu elle oublia sa timidité et se mit à parler. Elle ne connaissait rien de son monde, mais son propre monde. Elle le connaissait, et le connaissait bien. Elle était une mine d'histoire traditionnelle sur la baie. Elle connaissait la côte rocheuse par cœur et chaque vieille légende qui s'y rattachait. Ils commencèrent à faire des excursions le long du rivage et explorèrent ces retraites sauvages. La jeune fille avait un œil d'artiste pour le paysage et les effets de couleur. « Tu aurais dû être artiste, » dit Reeves un jour quand elle lui montra la beauté d'un rayon de lumière tombant à travers une fissure dans les rochers sur une mare vert foncé à leur base. « Je préférerais être écrivain, dit-elle lentement. Si seulement je pouvais écrire quelque chose comme ces livres que tu m'as lus. Quel destin glorieux ce doit être d'avoir quelque chose à dire que le monde entier attend, et de pouvoir le dire avec des mots qui vivront pour toujours. C'est sûrement le sort le plus noble. Pourtant, certains de ces hommes et femmes n'étaient ni bons ni nobles, dit Reeves posément, et beaucoup étaient malheureux. Hélène a changé de sujet aussi vite qu'elle le faisait toujours quand la conversation s'approchait trop du bord sensible de son âme. Rêve. « Savez-vous où je vous emmène aujourd'hui » dit-elle. « Non. » Ou « à ce que les gens d'ici appellent la grotte des Kelpies. Je déteste y aller. » Je crois qu'il y a quelque chose d'étrange à son sujet, mais je pense que vous aimerez la voir. C'est une petite grotte sombre dans le creux d'une crique, et de chaque côté, les promontoires rocheux s'étendent loin. À marée basse, nous pouvons faire le tour, mais lorsque la marée monte, elle remplit la grotte des Kelpie. Si vous étiez là et laissiez la marée passer les points, vous seriez noyé, à moins de savoir nager, car les rochers sont si escarpés et hauts qu'il est impossible de les escalader. Reeves était curieux. Quelqu'un a-t-il déjà été piégé par la marée? Oui, répondit Hélène en frissonnant. Une fois, il y a longtemps avant ma naissance, une fille a fait le tour du rivage jusqu'à la grotte et s'est endormie là-bas, et la marée est montée et elle s'est noyée. Elle était jeune et très jolie et devait se marier la semaine suivante. J'ai eu peur de cet endroit depuis. La grotte traîtresse s'est avérée être un lieu pittoresque et d'apparence innocente, avec la plage de sable scintillant devant et les hautes parois rocheuses sombres de chaque côté. « Je dois venir ici un jour et le dessiner, » dit Reeves avec enthousiasme. « Et tu dois être la Kelpie, Hélène, assise dans la grotte avec tes cheveux enroulés autour de toi et des algues accrochées. Tu crois qu'une Kelpie serait comme ça ?» dit la fille rêveusement. « Moi, non. Je pense que c'est un petit démon de mer sauvage et malicieux, moqueur et cruel, et qu'il est assis ici à guetter ses victimes. »
Peu importe vos kelpies des mers, dit Reeves en sortant son Longfellow. Ce sont des créatures rusées, si les histoires sont vraies, et c'est imprudent de parler d'elles dans leurs repères. Je veux te lire la construction du navire. Tu vas aimer, j'en suis sûre. Quand la marée a tourné, ils sont rentrés chez eux. Nous n'avons pas vu le kelpie après tout, dit Reeves. Je crois que je finirai par le voir un jour, dit Hélène avec gravité. Je suis convaincue qu'il m'attend patiemment là-bas dans sa grotte obscure, et tôt ou tard, il finira par m'attraper. Reeves sourit à cette pensée sombre, et Hélène lui rendit son sourire avec un de ses éclats soudains. La marée montait rapidement sur le sable blanc. Le soleil était bas et la baie baignait dans une gloire bleu pâle. Ils se séparèrent à Clam Point, Hélène pour aller chercher les vaches, et Reeves pour se promener le long du rivage. Il pensa d'abord à Hélène et aux changements merveilleux opérés en elle récemment. Puis il pensa à un autre visage, magnifiquement beau, avec des yeux bleus aussi doux que les eaux devant lui. Puis Hélène fut oubliée. L'été déclina rapidement. Un après-midi, Reeves eut l'envie de revisiter la grotte des Kelpies. Hélène ne pouvait pas venir. C'était la saison des récoltes, et elle devait être dans le champ. Ne te laisse pas attraper par le kelpie, dit-elle à moitié sérieusement. La marée tournera tôt cet après-midi, et tu as tendance à rêvasser. Je serai prudent, promit-il en riant, et il avait l'intention d'être prudent. Mais d'une manière ou d'une autre, quand il atteignit la grotte, son charme malsain le subjugua, et il s'assit sur le rocher à son entrée. « Encore 1 heure avant la marée, dit-il. Assez de temps pour lire cet article sur les impressionnistes dans ma revue, puis rentrer chez moi en flânant le long du rivage de sable. » De la lecture, il passa à la rêverie, et la rêverie se transforma en sommeil, sa tête reposant sur les parois rocheuses de la grotte. Il ne savait pas combien de temps il avait dormi, mais il se réveilla avec un sursaut d'horreur. Il se leva d'un bond, réalisant instantanément sa position. La marée était montée. Loin au-delà des promontoires, déjà au-dessus et au-delà de lui, s'élevaient les rochers impitoyables et inaccessibles. Il n'y avait aucun moyen d'échapper. Reeves n'était pas un lâche, mais la vie était douce pour lui. Et mourir ainsi, comme un rat noyé dans un trou, ne pouvant rien faire d'autre qu'attendre cette mort rapide et certaine qui approchait. Il vacilla contre le mur de roches mouillées, et un instant, la mer, le ciel, les promontoires emprisonnants et la marée blanche tourbillonnèrent devant ses yeux. Puis sa tête s'éclaircit. Il essaya de réfléchir combien de temps il lui restait. Pas plus de 20 minutes au maximum. Eh bien, la mort était certaine, et il la rencontrerait avec bravoure. Mais attendre, attendre impuissant, il deviendrait fou de terreur avant que ces minutes interminables ne soient écoulées. Il sortit quelque chose de sa poche et se pencha dessus, pressant ses lèvres contre cet objet à plusieurs reprises. Puis, lorsqu'il releva la tête, une Doris contournait le promontoire à sa droite, et Helen Fraser s'y trouvait. Reeves était étourdi. Avec un choc de joie et de gratitude, il courut sur le bout de sable encore découvert par la marée et contourna les rochers des promontoires contre lesquels la Doris frottait déjà. Il s'élança et attrapa les mains froides de la jeune fille dans les siennes alors qu'elle lâchait les rames et se levait. « Hélène, tu m'as sauvé. Comment puis-je te remercier ?» Il s'interrompit soudainement, car elle le fixait, haletante et silencieuse, avec toute son âme reflétée dans ses yeux. Il vit en eux une révélation qui l'étonna. Il lâcha ses mains et recula comme si elle l'avait frappé au visage. Hélène ne remarqua pas son changement. Elle joignit ses mains et sa voix tremblait un peu. « Oh, j'avais si peur d'arriver trop tard. Quand je suis revenue du champ, tante Anna a dit que tu n'étais pas là, et je savais que c'était l'heure de la marée, et j'ai senti qu'elle t'avait pris dans la grotte. J'ai couru à travers le marais et pris la barque de Joe Simmons. Si je n'étais pas arrivée à temps, elle s'interrompit, frissonnante. Reeves monta dans la barque et prit les rames. Le kelpie aurait été sûr de sa proie, dit-il, essayant de parler légèrement. Cela m'aurait presque bien servi de négliger votre avertissement. J'ai été négligent. Laissez-moi ramer au retour. J'ai peur que vous ayez trop sollicité vos forces en trompant le kelpie. Reeves rentra chez lui dans un silence absolu. Hélène ne parlait pas, et lui non plus. Lorsqu'ils atteignirent l'ancrage du Doris, il l'aida à descendre. « Je pense que je vais aller jusqu'à la pointe pour marcher, dit-il. Je veux calmer mes nerfs.
Vous devez rentrer directement chez vous et vous reposer. Ne vous inquiétez pas, je ne prendrai plus de risques avec les kelpailles de mer. Hélène s'en alla sans un mot, et Reeves marcha lentement jusqu'à la pointe. Il était profondément affligé par la découverte qu'il croyait avoir faite. Il n'avait jamais rêvé d'une telle chose. Ce n'était pas un homme vaniteux, et il était totalement dépourvu de toute tendance à la flirtation. Il n'avait jamais pensé que l'éveil de la nature profonde de la jeune fille pourrait avoir des conséquences désastreuses. Il avait honnêtement voulu l'aider. Et qu'avait-il fait? Il se sentait mal à l'aise. Il ne pouvait pas se reprocher en conscience, mais voyait qu'il avait agi insensément, et bien sûr, il devait partir tout de suite, et il devait aussi lui dire quelque chose qu'elle devait savoir. Il aurait aimé le lui dire il y a longtemps. L'après-midi suivant était parfait. Reeves dessinait sur le rivage de sable quand Helen est arrivée. Elle s'assit sur un tabouret de camping un peu sur le côté et ne parla pas. Après quelques instants, Reeves repoussa son matériel avec impatience. « Je ne me sens pas d'humeur à travailler, dit-il. C'est une journée très rêveuse. On ne devrait rien faire pour être en harmonie. En plus, je deviens paresseux maintenant que mes vacances se terminent. Je dois partir dans quelques jours. » Il évita de la regarder, donc il ne vit pas la pâleur soudaine de son visage. « Si tôt, dit-elle d'une voix sans expression particulière. Oui, je n'aurais pas dû m'attarder si longtemps. Mon monde m'oubliera, et cela ne se fera pas. L'été a été très agréable, et je serais désolée de quitter Bay Beach. Mais tu reviendras l'été prochain? Demanda Hélène. Rapidement, tu as dit que tu le ferais. Reeves se prépara pour sa tâche très désagréable. Peut-être, dit-il avec une tentative de désinvolture, mais si je le fais, je ne viendrai pas seul. Quelqu'un qui m'est très cher viendra avec moi en tant que mon épouse. Je ne t'ai jamais parlé d'elle, Hélène, mais toi et moi sommes de si bons amis que cela ne me dérange pas de le faire maintenant. Je suis fiancée à une fille très gentille, et nous prévoyons de nous marier au printemps prochain. Il y eut un court silence. Reeves avait un peu craint une scène et fut très soulagé de voir que sa peur ne s'était pas concrétisée. Hélène demeura parfaitement immobile. Il ne parvenait pas à voir son visage. Était-elle finalement concernée? S'était-il mépris? Quand elle a parlé, sa voix était parfaitement calme. « Merci, c'est très aimable à vous de me parler d'elle. Je suppose qu'elle est très belle. » « Oui, bien sûr, voici sa photo. Vous pouvez juger vous-même. » Hélène prit le portrait de sa main et le regarda attentivement. C'était une miniature peinte sur ivoire, et le visage qui en émergeait était certainement ravissant. « Il n'est pas surprenant que tu l'apprécies, dit la jeune fille à voix basse en le lui rendant. Cela doit être singulier d'être aussi magnifique que cela. » Reeves prit son Tennyson. « Puis-je vous lire quelque chose? » « Que voulez-vous que je lise, Hélène, s'il vous plaît? Je veux entendre cela encore une fois. » Reeves ressentit une soudaine aversion pour son choix. « Ne préféreriez-vous pas autre chose? Demanda-t-il précipitamment en feuilletant les pages. Et Hélène est plutôt triste. Ne devrais-je pas lire Guenièvre à la place? Non, dit Hélène sur le même ton sans vie. Je n'ai aucune sympathie pour Guenièvre. Elle a souffert et son amour était illégal, mais elle était aimée en retour. Elle n'a pas gaspillé son amour pour quelqu'un qui ne le voulait pas ou ne s'en souciait pas. Hélène l'a fait et sa vie en a été affectée. Lis-moi l'histoire. Reeves obéit. Lorsqu'il eut terminé, il lui tendit le livre. Hélène, accepterez-vous ce Tennyson de ma part en souvenir de notre amitié et de la grotte des Kelpies? Je n'oublierai jamais que je vous dois la vie. Merci. Elle prit le livre et plaça un petit fil d'algues rouges qui avait été pris dans le sable entre les pages d'Hélène. Puis elle se leva. « Je dois retourner maintenant. Ma tante aura besoin de moi. Merci encore pour le livre, monsieur Reeves, et pour toute votre gentillesse envers moi. » Reeves était soulagé lorsque l'entretien fut terminé. Son calme l'avait rassuré. Elle ne s'en souciait pas beaucoup. Après tout, ce n'était qu'une passade, et une fois partie, elle l'oublierait vite. Il est parti quelques jours après, et Hélène lui a dit adieu d'un ton calme. Quand l'après-midi était bien avancé, elle s'éclipsa de la maison vers le rivage avec son Tennyson à la main et se dirigea vers la grotte du Kelpie. La marée commençait juste à monter.
Elle s'est assise sur le gros rocher où Reeves s'était endormi. Au-delà s'étendaient les eaux bleues étincelantes, se fondant en une centaine de nuances féeriques. Vers l'horizon, les ombres des rochers l'entouraient. Devant, il y avait la ligne blanche de la marée montante. Cela avait presque atteint les promontoires. Dans quelques minutes, une échappatoire serait coupée. Pourtant, elle ne bougea pas. Lorsque l'eau vert foncé l'atteignit et que les petites vagues clapotaient sur l'ourlet de sa robe, elle leva la tête et un sourire soudain et étrange illumina son visage. Peut-être que le kelpie l'a compris. Fin de l'enregistrement de The Waking of Helen par Jadopi sur publicdomainaudiobooks.blogspot.com.